merci d'être avec nous dans cette configuration un peu particulière. Ravi de vous avoir. Voilà, C'est parfait. Bonjour, enchanté dans un premier temps. Effectivement, je suis très heureux de voir que ce grand circuit a un succès, un très bon succès, avec beaucoup de personnes qui sont connectées malgré le contexte. Donc, pour faire un petit avant-propos sur ce sujet, effectivement, à GeoPLC, on a fermé nos bureaux et on est actuellement tous en télétravail et on essaie de s'adapter à cette situation qui est difficile, mais dont on fera face et on en sortira grandi. Donc, nous allons parler donc, sur le volet du décret tertiaire sur la partie financement, donc financer et suivre la maîtrise de l'énergie des bâtiments tertiaires. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Kevin Andrianandrenina, donc responsable de développement sur le pôle Grand Compte, et Marina Ophel de Villancourt. Oui, bonjour, je suis responsable affaires publiques et juridiques donc, de GeoPLC et j'ai dû analyser ce décret tertiaire pour en analyser également les impacts. Voilà. Donc, dans un premier temps, qui sommes-nous? Qui est GeoPLC? Donc, GeoPLC est un expert depuis 2008 sur le sujet de la transition énergétique. C'est 6 agences en France, dont une dans les DOM-COM à Pointe-à-Pitre. C'est plus de 160 collaborateurs et c'est un chiffre d'affaires qui dépasse les 220 millions. Donc, nous avons 2 bureaux d'études, donc GeoEnergy Service et Thomas Watt Lighting Pro sur le sujet des LED et de tout ce qui est luminaire, et une marque grand public, Helio, dont on a fait un petit peu de communication dessus pour se faire connaître et faire connaître des opérations qui concernent le particulier, sous le nom de marque Helio. Donc, GeoPLC, c'est un acteur multisectoriel qui fait des audits énergétiques via nos BE, via nos 2 bureaux d'études, qui peut préparer des formations RGE, qui va agir sur le volet des solutions de financement, notamment via les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui va mettre en place des stratégies d'efficacité énergétique et qui va faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre. Donc, on s'est mis en début dispositif donc depuis 2008 et depuis 2008, on accompagne bien sûr le secteur tertiaire, également les collectivités et l'industrie et les particuliers via notre marque grand public. Donc, du coup, je vais vous parler un petit peu de l'ordre du jour rapidement en 10 minutes. Ce qu'on va vous présenter, on ne va pas faire de redite. L'idée, c'est vraiment, d'une part, de parler du décret tertiaire d'un point de vue entreprise et plus accessoirement collectivité. Quelles sont les obligations concrètes pour nous, pour le secteur du tertiaire? Avant de répondre, j'ai bien aimé l'approche de Mme Poirier sur l'AFNOR ISO 50001. Nous, on le voit différemment. On voit qu'il y a 2 obligations dans ce décret tertiaire qui est de réduire sa consommation et de communiquer ses données sur une plateforme. Et ben, nous, on voit sur comment on finance cette réduction de consommation par des types de travaux et comment on communique ces données grâce à un suivi de consommation via des logiciels et des audits. Enfin, on pourra vous donner un exemple très concret de mode opératoire grâce à Kevin, puisque c'est des solutions très concrètes qui existent déjà. On n'a pas attendu le décret tertiaire, effectivement, pour les mettre en œuvre. Donc, je veux bien la slide après, mon cher Kevin. Super. Donc, sans vraiment faire de redite, on a un contexte du décret tertiaire qui était quand même assez fort pour les entreprises et accessoirement pour les collectivités qui ont des bâtiments tertiaires, puisqu'on était dans une attente réglementaire. Les entreprises étaient déjà, bien entendu, sensibilisées aux économies d'énergie. Le dispositif dont on va vous parler, des certificats, incite le bâtiment tertiaire à réduire sa consommation. Mais depuis 2017, on savait qu'un décret tertiaire allait venir donner les moyens aux entreprises et aux collectivités de réduire leur consommation. Il y a eu une petite saga, je pense que Marc Leroux en a parlé tout à l'heure, où le décret a été suspendu. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on était un peu dans l'attente de quels sont les moyens disponibles pour pouvoir atteindre ces objectifs d'économie d'énergie. Donc, heureusement, la loi Elan est venue nous lever ce voile avec l'article 175 et avec une base légale qui est ce fameux décret qui n'est toujours pas dévoilé puisque l'arrêté qui doit décliner ce décret est toujours en attente de publication. Donc, outre cette attente réglementaire pour les entreprises, c'est surtout une pression aussi politique. On sent bien, là je parle d'un point de vue multisectoriel de GeoPLC, le secteur général de la rénovation énergétique est en plein boom. On a des fortes incitations sur résidentiel à réduire sa consommation d'énergie et à une obligation quasiment de travaux. On l'a vu avec la loi énergie-climat, on le voit dans les copropriétés,
On le voit au niveau européen où il y a vraiment une sorte de pression européenne sur le secteur de la rénovation et le tertiaire n'y fait pas du tout défaut. Enfin, ça a été un petit peu appuyé. Le contexte de ce décret réglementaire, c'est surtout une opportunité économique. Il faut voir que ce décret tertiaire, comme l'a dit la DHUP, est un cadre très incitatif et peu dissuasif. C'est vraiment une idée de donner un cadre légal à quelque chose qui se faisait déjà et d'inciter les entreprises du parc tertiaire à relever le défi de la réduction de consommation et d'y voir un avantage économique. Un avantage parce qu'il y a des financements, des accompagnements. On l'a vu avec la CCI tout à l'heure. On va le voir avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Mais on voit aussi une opportunité sur la réduction de la facture énergétique pour les entreprises. Là, je pense aux bâtiments tertiaires assujettis à plus de 1000 m², mais je pense aussi aux bâtiments qui sont facultativement assujettis en dessous de 1000 m². Ce sont ce qu'on appelle le petit tertiaire privé et public. Et là-dessus, je pense qu'il est un peu oublié dans ce décret. Ce n'est pas très grave puisqu'ils sont déjà incités par d'autres moyens. Mais c'est une vraie opportunité pour ce petit tertiaire de réduire sa consommation et donc ensuite de baisser ses frais. Donc, que contient le décret tertiaire? Ça a déjà été dit. Il y a 2 grosses obligations qui nous imposent donc de se mettre en marche sur la consommation d'énergie. R131-38 du Code de la construction et habitation parle de la réduction de la consommation d'énergie finale. Madame Poirier l'a très bien expliqué. Il y a un principe. Il faut réduire par palier tous les 10 ans de 40%, 50%, 60% sa consommation d'énergie, avec des exceptions et des modulations. Tout ça, ce sont des précisions qui sont apportées dans l'arrêté. Et d'un point de vue d'entreprise, il faut quand même dire que cette obligation qui est simple à comprendre est très difficile à respecter quand même et à suivre dans les détails. Le diable se cache dans les détails et l'arrêté et le décret est quand même difficile pour les entreprises à approprier. Et on va avoir un besoin d'un temps de digestion, je pense, pour bien comprendre comment on module sa consommation d'énergie. Est-ce que je fais partie de l'exception? Est-ce que je fais partie de l'assujettissement, etc. Ça, c'est la première obligation de réduction de la consommation d'énergie. Entre nous, on va déjà avoir une réponse. La solution concrète pour réduire sa consommation d'énergie, ce sont de faire des travaux, réduire ses usages et de suivre sa consommation. La deuxième grande obligation qui est assez extraordinaire pour les entreprises, c'est de communiquer ces données. C'est un vrai effort de sensibilisation, ceci, puisque maintenant, les entreprises doivent réduire la consommation et doivent faire un effort de responsabilisation, de communiquer leurs données énergétiques. À ce niveau-là, la plateforme est déjà en ligne, la plateforme Opérate pilotée par l'ADEME, et à partir de l'année prochaine, il va falloir commencer vraiment à voir quelles sont les entreprises qui communiquent leurs données d'activité, de surface, de consommation annuelle, et celles qui ne le font pas. Pour ces 2 obligations, il y a des types de sanctions qui ont été rappelées tout à l'heure par M. Leroux. Effectivement, une sanction peu dissuasive. À la base, on avait parlé de sanctions financières proportionnelles à la surface des bureaux ou du bâtiment tertiaire. Là, ce sont des sanctions forfaitaires. Donc, vous ne respectez pas votre recueil de données, vous ne respectez pas votre réduction de consommation, vous avez des mises en demeure, voire une amende forfaitaire qui est assez réduite, 1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale. On voit bien que ce décret, c'est un cadre légal incitatif et en rien quelque chose qui est très dissuasif. C'est un cadre qui vient se poser sur quelque chose qui se fait déjà, la rénovation énergétique du parc tertiaire. Je finirai ici rapidement et Kevin pourra vraiment illustrer tous ses propos. Comment répondre à ce décret tertiaire pour les entreprises du parc donc je reprends l'approche ISO 50001 de Mme Poirier. Nous, on le voit différemment. L'obligation de réduction de la consommation d'énergie, le décret tertiaire nous donne des réponses. Le R131-39 parle bien, les actions destinées à atteindre les objectifs portent sur la performance énergétique des bâtiments, entendons ici la rénovation, installation d'équipements performants et le contrôle du suivi des données, logiciel, audit énergétique, les modalités d'exploitation des équipements et les usages, la sobriété énergétique. Donc là, on voit bien les 2 volets, 2 obligations, travaux, logiciel et audit. Et là-dessus, encore une fois, les entreprises, la CCI et d'autres institutions n'ont pas attendu le décret pour avoir des solutions qu'on va vous expliquer tout de suite. Merci Kevin, à toi.
Avec plaisir. Donc, réduire sa consommation, donc par quel financement? On va faire effectivement sur cette slide et les slides qui suivent un focus sur les C2E. Donc, du coup, il y a effectivement plusieurs moyens de financement de travaux. Donc, nous, on va parler des C2E, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, les contrats de performance énergétique, dits CPE. Donc, on va aborder le sujet via l'intervenant qui va suivre. Le prêt éco-énergie, qui peut financer jusqu'à 50 000 € de travaux. Les aides de l'ADEME et, bien sûr, les aides territoriales qui varient d'un territoire à l'autre et qui sont à but incitatif. Donc, nous, on va faire un focus sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, je rappelle que c'est un dispositif européen et français, même si les C2E sont propres à la France. C'est quelque chose qui s'est transposé sous d'autres noms au niveau européen dans de nombreux pays. Donc, les C2E, ça représente 4 milliards d'euros par an de financement. C'est sur le secteur tertiaire 5 à 30% de financement du coût des travaux. Et c'est une unité de mesure qui est le kilowattheure CUMAC. CUMAC, pourquoi? Tout simplement pour cumuler et actualiser. Donc, les C2E matérialisent un volume d'énergie économisé. Donc, on vous a mis en avant un graphique qui va vous montrer l'évolution du dispositif, en sachant que c'est un dispositif par période triennale. Donc, c'est-à-dire qu'on fixe des périodes de 3 ans avec des obligations. Et ces obligations doivent être remplies par ce que l'on appelle des obligés. Donc, effectivement, c'est un peu le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'il y a des obligés qui ont un quota en début de période triennale qu'ils doivent respecter. Et s'ils ne respectent pas ce quota C2E, ils sont sanctionnés par une amende assez dissuasive qui correspond au nombre de gigawattheures manquants dans ce qu'on leur demande. Donc, en fait, ces acteurs énergéticiens obligés ont donc une obligation d'avoir un certain quota de C2E et de financer ces travaux de rénovation énergétique. Donc, on voit sur le graphique qu'en première période, donc en période 1, de 2006 à 2009, on était sur des obligations qui étaient de l'ordre de 54 TWh CUMAC, tout obligé confondu. On est donc, nous, en période 4. Donc, on a dépassé des obligations qui sont donc maintenant pour la période 4 au-delà de 1600 TWh CUMAC. Donc, on voit vraiment l'évolution du système. Donc, on a un système qui est extrêmement en train d'évoluer extrêmement vite. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, plus ce système évolue, plus les obligations évoluent et plus le financement des travaux est important. Et donc, nous sommes en période 4 qui, pour le coup, a exceptionnellement été prolongée d'1 an pour pouvoir justement pallier à ces énormes obligations pour les acteurs obligés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les obligés donc, qui doivent remplir les obligations. Et il y a également une liste officielle sur le site du gouvernement des entreprises délégataires. Et GeoPLC fait partie de ces entreprises délégataires donc, qui ont pour mission de conseiller, d'aider et de financer des projets et également qui ont vocation à vendre des obligations pour les obligés pour qu'ils puissent justement remplir leur quota. Donc, réduire sa consommation par quel type de travaux? Donc, bien sûr, on reste sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une double réduction. Donc, une réduction, bien sûr, sur le coût des travaux de rénovation, qui, et là, c'est une moyenne, bien sûr, c'est propre à chaque chantier, va de 5 à 30% sur un montant global. Et une deuxième réduction sur la facture d'énergie, où là encore, on a une disparité évidente selon les chantiers, selon les projets, qui peut aller de 10% jusqu'à 25, 30, 40% selon le matériel qui est installé et selon la typologie de l'installation qui a eu lieu avant la rénovation. Donc, quels travaux sont éligibles au financement des certificats d'économie d'énergie? Donc, c'est tout ce qui concerne l'enveloppe thermique, donc c'est la partie isolation, de toiture, toiture terrasse, mur, également la pose de vitrage performant, par exemple. C'est la mise en place de systèmes thermiques performants, donc via des chaudières à haute condensation énergétique, via des pompes à chaleur de type RO ou OO, par exemple, via des chaudières biomasse. C'est la mise en place d'équipements d'éclairage, par exemple, des systèmes de régulation. Donc voilà, c'est tout un panel de travaux qui sont éligibles au financement C2E. Ce qu'il faut savoir, et on va le voir sur la prochaine slide, c'est qu'il y a 51 fiches
standardisés sur le secteur tertiaire. Donc, les C2E sont un dispositif qui est efficace en amont et en aval des travaux. Donc, en amont, bien sûr, via le préfinancement de travaux lourds, et en aval, via un impact sur la facture énergétique. Donc, la réussite du dispositif, elle passe par plusieurs points. Donc, la connaissance des coûts et des potentiels. Donc, savoir maîtriser ses coûts et savoir essayer d'identifier au mieux les gisements d'économie d'énergie. C'est la simplification et la diversité des opérations financées. Donc, sur le secteur tertiaire, c'est 51 fiches standardisées. Et c'est les opportunités technologiques, financières, infrastructurelles et sociales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les certificats d'économie d'énergie sont effectivement, il y a des fiches standardisées qui permettent de rapidement faire des calculs par rapport à l'installation et voir si c'est compatible au C2E. Mais les C2E, et bien sûr, s'adaptent à l'évolution technologique. C'est pour ça qu'il y a de nombreux arrêtés qui viennent modifier des fiches ou en rajouter, ou justement s'adapter à la réalité du marché et à toute cette évolution, toujours dans le but, bien sûr, de consommer le moins d'énergie possible. Donc, sur la prochaine slide, on a une liste non exhaustive des opérations réalisables sur le secteur tertiaire. Donc, il y a 51 fiches. On n'a bien sûr pas décidé de vous présenter les 51 fiches, même si vous y avez accès via le lien hypertexte dans cette présentation. On va parler des opérations qui reviennent le plus, qui correspondent clairement à des opérations qui sont très récurrentes dans le secteur tertiaire. Donc, on peut parler, par exemple, de tout ce qui est système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone, le remplacement de pompes à chaleur RO ou OO. Donc ça, c'est un point important. Les PAC, donc les pompes à chaleur RR sur le secteur tertiaire ne sont pas valorisables par les C2E. C'est toute la partie isolation, donc bien sûr des combles, de toitures, des murs, toitures terrasses et du plancher. C'est des systèmes de récupération de chaleur sur groupe de production de froid. C'est les systèmes de gestion technique du bâtiment pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, donc c'est tout simplement la GTB. C'est des systèmes de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante, son pendant qui permet d'avoir une basse pression flottante et des chaudières à haute performance énergétique. Donc effectivement, ce n'est pas la liste complète, mais c'est la liste des opérations qui reviennent le plus sur le secteur tertiaire. Oui, Kevin, juste pour préciser, il y aura votre présentation, va être envoyée à tous les participants, les spectateurs. Donc, je vois qu'il y a un lien avec toutes les fiches. Donc, bien entendu, ils pourront cliquer sur le lien et retrouver l'ensemble des fiches. Et j'en profite. Je vous coupe une seconde. Hein. J'en profite pour dire que tout le monde ne la recevra pas. Il y a un petit deal qui est fait quand même avec les participants, c'est que vous allez recevoir un email pour répondre au questionnaire de satisfaction. Ceux qui ont répondu au questionnaire de satisfaction, le deal, c'est vous recevez les présentations en contrepartie. Voilà. Merci Kevin je vous laisse continuer. Il n'y a pas de problème. Non, mais effectivement, c'est important, vu qu'on a mis un lien, de pouvoir voir l'ensemble des opérations, parce que même si on a pris le 80-20, bien sûr, il y a d'autres opérations qui sont compatibles. C'est également sur la conciliation, si ça vous intéresse, bien sûr, industrielle, pour la maison, pour l'appartement, pour notre habitat. Donc, un des éléments importants du décret, c'est bien communiquer sur ça. Donc, par quel suivi? Donc, nous, on dit 3 données. Le système de l'énergie, et là, c'est tout simple mesurage, le mesurage et compteur d'énergie d'électricité, de gaz, compteur, par exemple. C'est les moyens de l'historique, c'est tout un capteur de communicants, le stockage des données locales ou déportées. Et bien sûr, la dernière brique essentielle, c'est un logiciel de gestion énergétique. Donc, c'est l'exportation de cette data pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir identifier les points les plus énergivores et pouvoir justement mettre en place des plans d'action précis pour justement essayer de baisser la consommation d'énergie de certains postes. Donc, par exemple, nous, au sein de GeoPLC, on a notre propre logiciel de gestion énergétique qui est le logiciel DeltaWatt. Donc après, c'est important aussi d'ajouter à ce logiciel-là des données complémentaires qui
peuvent bien sûr influer sur la consommation d'énergie dans le bâtiment, par exemple, comme les données météo et la fréquentation. Donc voilà, c'est un des volets extrêmement importants, bien sûr, du décret tertiaire, c'est communiquer sur sa consommation, être totalement transparent à ce sujet-là, et c'est bien sûr le meilleur moyen pour engager des travaux d'économie d'énergie et pour suivre et piloter ces bâtiments. Donc, on va prendre un exemple d'un mode opératoire donc pour répondre au décret tertiaire. C'est le mode opératoire des C2E avec bien sûr en amont un audit énergétique et le logiciel de suivi de consommation. En fait, c'est la première étape, c'est la véritable première étape parce qu'effectivement, c'est via ces audits et via ce suivi de la consommation qu'on va pouvoir engager des travaux de rénovation énergétique. Donc, dans une première étape, on va envoyer un devis avec les fiches techniques correspondantes au matériel qui, justement, va nous permettre, nous, d'aller en phase 2, donc faire une évaluation du montant de l'aide et faire, pourquoi pas, des préconisations. Donc, ça, c'est une partie en amont. Donc, c'est avant la réalisation des travaux. Ça, c'est important. On a un rôle actif et incitatif. Donc, après travaux, après réalisation des travaux, on va constituer et valider en interne le dossier. Et ensuite, on va pouvoir le présenter au pôle national C2E pour une validation et un versement de la subvention C2E. Donc, clairement, le schéma est assez bien fait. Et moi, je peux vous mettre en avant deux éléments qui sont un petit peu inhabituels parce qu'effectivement, les certificats d'économie d'énergie, c'est un peu d'administratif, mais c'est peu compliqué, peu contraignant par rapport à le bonus, enfin, la subvention que vous pouvez obtenir. Clairement, par rapport à ce schéma-là, on va rajouter deux éléments inhabituels sur un chantier classique. Donc, c'est soit via ce qu'on appelle, nous, un AIF ou un RAI, dans le cadre d'une remise sur devis. Donc, c'est un papier qui va vous sécuriser le montant de la prime. Et c'est également, lors de la phase 4, on va rajouter avec, bien sûr, de manière classique, la facture, les PV de début et de fin de livraison du chantier, une attestation sur l'honneur qui va attester de l'unicité de l'opération et également de la bonne réalisation des opérations. Donc, clairement, sur ce schéma-là, on peut voir qu'on ajoute deux éléments un peu inhabituels par rapport à un chantier classique. Donc, c'est vrai que les C2E, c'est un petit peu d'administratif, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, du coup, là, on a parlé beaucoup théorie, on a parlé effectivement du dispositif des C2E. Je vous propose de voir un exemple concret de cette application-là sur notre accompagnement qu'on a avec l'AP-HP via une vidéo qu'on a fait auprès du directeur de l'hôpital Necker à Paris. Assez poussé. Le budget s'élève à environ 600 millions d'euros et l'énergie représente 5 millions d'euros donc sur le budget d'exploitation de l'hôpital. Étant donné que l'hôpital fonctionne durant toute l'année 24 heures sur 24, il est nécessaire de travailler à la maîtrise des consommations énergétiques de manière à ce que les ressources de l'hôpital profitent au mieux aux soins et aux bénéfices du patient. Nous avons réalisé récemment avec GeoPLC une opération de calorifugage de réseau sur l'eau chaude sanitaire qui a permis à la fois d'avoir une meilleure température d'eau chaude sanitaire pour les patients, mais à la fois de générer des gains énergétiques et des gains en termes d'exploitation. Nous venons également de terminer l'isolation d'une terrasse d'un bâtiment pour un IRM de recherche. Ces opérations nous permettent d'économiser de l'énergie, mais aussi générer un certain nombre de certificats d'économie d'énergie à hauteur de 50 000 € par an environ, ce qui est très intéressant pour l'hôpital. Effectivement, je vous coupe la vidéo parce que voilà, c'était pour vous montrer un exemple concret de cette application-là au certificat d'économie d'énergie, donc qui permet de financer des beaux projets et qui permet de réduire, bien sûr, la facture énergétique sur des années. Voilà, merci Kevin et Marina pour cette belle présentation et la vidéo, ça a parfaitement marché aussi. En tout cas, c'est un beau projet que vous avez là avec la PHP. Donc, on avait quelques questions, peut-être Benjamin, on a des questions du public aussi. On va s'accorder 2-3 minutes de questions puisqu'on a passé un peu de temps. Alors, j'ai une question de Sylvain. Oui. Qu'en est-il des C2E et des productions d'énergie type solaire, donc photovoltaïque et ou thermique? Alors, effectivement, c'est assez paradoxal, mais au niveau actuellement des certificats d'économie d'énergie, sur le photovoltaïque, il y a effectivement un trou, une sorte de gap qui sera peut-être comblé parce que en fait, le système des dispositifs des C2E est quelque chose qui évolue en permanence.
Donc peut-être qu'il y aura l'ajout de fiches dans ce sens-là, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas sur les productions d'énergie de type solaire. D'accord. Une question de Julio. Bonjour, comment se traduit le rôle incitatif de l'obligé? Alors, le rôle incitatif et actif se traduit par le fait qu'on doit être en amont du projet, donc en amont des travaux. Et justement, dans cette phase de devis et d'échange avec l'installateur et avec le bénéficiaire, on doit pouvoir conseiller et préconiser un certain nombre de choses. Donc, par exemple, l'utilisation d'une technologie ou d'un matériel qui va vraiment dans le sens de l'économie d'énergie. Donc, c'est ce rôle-là, actif et incitatif, que l'on a, mais toujours avant les travaux. Donc, c'est pour ça qu'on a ce rôle incitatif et actif et on ne pourra pas agir si les travaux sont soit engagés, soit signés définitivement. D'accord. Une autre question donc, de Simon, non, pardon, d'Éric. Comment se comporter face au démarchage d'entreprises auprès des collectivités pour les travaux gratuits car financés par les C2E? Alors, Marina, si tu veux… Ah, le micro, voilà. C'est bon. Écoutez, en fait, le démarchage abusif déjà, pèse beaucoup sur les particuliers, mais également sur les collectivités. De plus en plus, là, il y a un énorme plan de lutte qui est en train de se mettre en place, dans lequel on est concerté avec Géo et d'autres acteurs. Vous avez plusieurs canaux, et ils ont un défaut, c'est qu'il n'y a pas un canal unique. Donc ça, on essaie de régler ce problème. Vous avez faire.fr pour dénoncer des problèmes d'artisans ou d'entreprises qui font du démarchage abusif. Vous avez ensuite la DGCCRF qui a sorti une plateforme qui s'appelle Signal Conso. Alors, c'est possible pour les consommateurs, mais vous pouvez aussi dénoncer une entreprise qui ne respecte pas les pratiques du droit à la consommation et commerciale sur Signal Conso, une plateforme qui est ouverte sur le site de la DGCCRF. Et bientôt, on va essayer normalement avec les acteurs d'avoir un seul canal. Vous faites une déclaration quelque part, ça va déjà auprès de faire.fr, vers la CNIL, vers la DIL et voir les autorités policières s'il y a vraiment des infractions. Donc DGCCRF, faire.fr et rester à l'écoute parce qu'il y a sûrement avoir une plateforme qui centralise le tout. Ce serait l'idéal. Voilà. En tout cas, on va arrêter là. Donc, merci à vous, Kevin et Marina, d'avoir tenu la barre alors que vous êtes chacun depuis chez vous, comme nous tous.